Bonsoir à tous. Deux petites informations rapides. La première est qu'à l'issue de la conférence de Madame Carrère-Dancos, il n'y aura pas de questions-réponses comme nous le faisons le plus souvent. En revanche, une séance de dédicace est prévue pour les personnes qui souhaiteront faire signer un livre. Ça se passera ici, dans l'auditorium. Et la seconde information, nous avons ouvert aujourd'hui les inscriptions pour les cycles de conférences qui commenceront au début du mois de mars, le 6 mars. Donc vous trouverez sur le site le programme et les modalités d'inscription. Voilà, bon après-midi, bonne fin d'après-midi à tous. Merci Catherine, et merci de tout ce que vous avez fait pour la réussite de cette série, parce que sans Catherine, ces séries n'auraient pas lieu. Vous savez, il faut aller imaginer un programme, solliciter des académiciens, et Catherine a un sens de la persuasion absolument exceptionnel. Je voudrais surtout, je n'ai pas besoin de présenter notre orateur de ce soir, mais remercier Hélène Carrère-Dancos d'accepter de participer, d'avoir accepté de participer à ce cycle de géographie. Vous le savez, je l'avais dit à la première séance, la géographie n'a pas forcément le vent en poupe, et c'est dommage, je pense, pour l'humanité. Vous allez en avoir une démonstration dans un instant, mais l'avoir parmi nous. Alors, elle est historienne, vous le savez, mais elle a toujours manifesté une grande affection pour la géographie qu'elle estime indispensable, et elle va vous le montrer à propos de la Russie par cette conférence. Donc, que vous attendez tous, les voyageurs au fil des siècles, découverte de l'espace russe. Merci, chère Hélène, et je vous laisse tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Président, pour ces paroles de bienvenue. Vous avez dit justement que je considère que la géographie est essentielle à la compréhension du monde, particulièrement, je dirais, à la compréhension de la Russie. La Russie, c'est un espace. Si on veut la définir, c'est avant tout un espace. Et un espace tout à fait extraordinaire. C'est une plaine interminable, parcouru par des plaines, par un nombre considérable de fleuves, souvent extrêmement larges, torrentueux, navigables, couvertes de forêts, et sans, et ça c'est capital, sans limite naturelle. Il n'y a pas, je dirais, d'obstacle à l'arrivée du monde extérieur en Russie. Il n'y a pas de hautes montagnes. Bon, il y a les monts Oural, qui ne dépasse pas 2000 mètres et dont l'école se situe au maximum à 200 mètres, c'est-à-dire que ça ne représente pas un obstacle. Le seul obstacle à l'entrée dans cet espace russe, ce sont les monts du Caucase au sud, mais les monts du Caucase étaient assez éloignés de la vie russe pendant assez longtemps, on y reviendra. Donc, si vous voulez, première caractéristique, cet espace immense avec peu d'accès à des mers et, par conséquent, ouvert aux invasions. Ça va de soi. Alors, toute l'histoire de la Russie le montre. Au fond, à l'origine, et je vais vous résumer ça rapidement, à l'origine, la Russie était peuplée jusqu'au IXe siècle de peuples divers, des Arméniens, des Juifs, des musulmans, tout ce que l'on voudra. Au IXe siècle, première arrivée de gens de l'extérieur, ce sont des Scandinaves qui descendent de Scandinavie et qui s'installent au cœur de la Russie, d'abord à ce qui sera Novgorod, c'est un prince scandinave. Alors, si vous voulez, il y a beaucoup de théories là-dessus. Est-ce que ça a vraiment, les Scandinaves ont vraiment fondé, je dirais, une espèce de Russie ou non? Il y a un débat là-dessus, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il est clair qu'il y a un prince scandinave qui est arrivé, il s'appelait Rurik, et il a fondé Novgorod, qui deviendra une principauté d'un type tout à fait particulier dans la Russie, une sorte de république, et qui appartiendra à la chaîne des États hanséatiques. Bon. Et puis, un de ses frères se dirigera vers le sud, et il fondera Kiev. Donc Novgorod, Kiev, ces princes, cette dynastie s'installe là, elle y régnera jusqu'au XVIe siècle. Les Scandinaves, ça ne suffisait pas. Il y a
je m'arrête une seconde sur Kiev. Celui qui fonde Kiev va fonder tout de même un État qui va devenir extraordinairement brillant. Fondé au début au IXe siècle, il va se développer. Au XIe siècle, c'est un des États les plus brillants, je dirais, que l'Europe connaît, même si ça n'est pas considéré comme étant en Europe. Le prince de Kiev va marier ses filles au roi de Norvège, une fille au roi de France, ça sera Anne de France, Anne de Kiev, qui épousera Henri Ier. Et quand elle arrivera en France, elle trouvera que la France du XIe siècle est un pays de sauvages par rapport à sa principauté tellement civilisée. Le prince de Kiev va christianiser ses concitoyens, mais en choisissant le christianisme, il a envoyé d'ailleurs des émissaires dans le monde entier pour voir les diverses religions. Et ils n'ont pas aimé ni les religions musulmanes, ni les musulmans, ni les catholiques, ni Rome, qu'ils trouvaient très, très tristes. Mais à Byzance, ébloui par la splendeur des offices byzantins, ils choisissent le christianisme byzantin, ce qui fait que Kiev est à la fois un lieu slave, une représentation de Byzance en même temps. Et donc c'est une principauté qui se développe, et ça explique d'ailleurs le symbole de Kiev, l'aigle à deux têtes, l'un tourné vers le monde romain, l'autre tourné vers le monde byzantin. Là, jusque-là, tout va très bien. Et puis les origines vikings. Et on entre très facilement, dès le XIIIe siècle, dans le temps des invasions, c'est-à-dire la géographie joue son rôle, cet espace ouvert attire des envahisseurs venus de tous les côtés. L'invasion vient d'abord de l'Est. De l'Est, c'est le petit-fils de Gengis Khan, Khan Batu, qui en 1240 se précipite sur Kiev, ravage Kiev. La population installe véritablement l'islam. C'est un prince mongol, mais il est musulman et il portera d'ailleurs le nom de Tatar après. Et il installe l'islam. La population de Kiev fuit, reflue vers le nord où elle pense qu'on est plus à l'abri, mais cette invasion de Batu va se développer à la fois vers le nord de la Russie et vers le reste de l'Europe. Et il installe véritablement une domination qui va durer jusqu'au XVe siècle. Invasion de l'Est, mais l'Ouest n'est pas défendu non plus, il n'y a pas d'autres frontières, et du même coup, on voit venir de là des Suédois, des Norvégiens, les chevaliers teutoniques, des Lituaniens, qui se précipitent sur Novgorod et essayent de prendre Novgorod en main, car la cité, le principauté, était très prospère. Alors, commence la période véritablement de l'occupation. Et il y a dans cette période un grand État qui se développe, c'est la principauté polono-lituanienne. Le grand État, à la suite de l'Union de Lublin au XVIe siècle, on a la principauté polono-lituanienne, retenez-la parce que c'est très important pour la période actuelle, qui domine absolument de sa puissance tout cet espace russe qui rêve d'indépendance. Alors, la réaction, malgré tout, elle va se faire sentir. L'occupation mongole dure 3 siècles, mais la réaction se fait. La population qui est réfugiée principalement dans le nord de la Russie se rassemble, quelques princes effectuent une sorte de lutte. Alors, c'est assez amusant parce qu'on a une relation très extraordinaire entre l'occupant et l'occupé, situation que toutes les périodes d'occupation nous apprendront à reconnaître. C'est-à-dire que les occupés se rapprochent d'une certaine façon du prince en essayant de l'amadouer, et le prince qui sait qu'il est difficile, là encore l'espace est tel que l'occupant mongol, tataro-mongol, est obligé de trouver des intermédiaires, et c'est un prince qui sera le prince de Moscou, qui devient son allié, son collaborateur, notamment pour récolter le tribut sur les princes des régions conquises. Et du même coup, l'occupant lui donne davantage d'autorité, ce qui lui permet de travailler pour l'avenir, à rassembler les terres russes et du même coup à préparer la reconquête. Vous voyez que c'est une dynamique très extraordinaire. Pendant que cette occupation va durer jusqu'en 1552, mais dès
le XIVe siècle, la situation change. En fait, précisément, le prince de Moscou, profitant de la faveur dont il jouit auprès de la puissance occupante, rassemble les terres russes, affirme son autorité et constitue très rapidement, dès 1380, un État russe. C'est le prince Vassili qui sera le grand-père d'Ivan le Terrible. Donc, un État russe se constitue à ce moment-là. Et cet État russe commence à refuser d'être plus dur avec l'occupant. Ils vont se confronter. Et dès 1380 aussi, la Russie remporte, les princes russes remportent une première victoire sur l'occupant mongol, qui se traduira par la grande victoire en 1452, la prise de Kazan par Ivan le Terrible. L'État russe a commencé à grandir avec le père d'Ivan le Terrible, Ivan III. Ivan le Terrible, c'est Ivan IV. Ivan III, toujours prince de Moscou, mais qui devient un véritable souverain, consolide l'État, épouse la fille du dernier souverain de Constantinople, de Byzance, une princesse paléologue, et il s'impose au fond comme un descendant de Byzance à la tête de ce qui va devenir la Russie. L'État russe existe. Le fils d'Ivan III, Ivan IV, qui sera Ivan le Terrible, en 1552 remporte la bataille de Kazan et le pays est libéré. Donc, si vous voulez, on en a achevé avec la période des conquêtes. On va rentrer dans la période des reconquêtes. Si je vous parle de l'histoire, c'est parce que vous voyez que l'espace est absolument décisif, car l'État est tout de même menacé de divers côtés. Et notamment, il sera menacé par cet État polono-lituanien qui est à ses frontières et qui va lui rapporter, confrontation qui va lui rapporter, on va y revenir tout de suite, l'Ukraine. Alors, après la victoire, avec l'indépendance dès le XVIe siècle, le processus s'inverse. L'occupant ayant été vaincu, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de frontières naturelles? On le repousse, et on le repousse aussi loin que possible, parce que pour se défendre, la théorie, c'est que véritablement, il faut élargir l'espace dans lequel on est pour essayer d'atteindre un point où on ne sera plus menacé. C'est une marche en avant avec deux objectifs. D'une part, alors, elle a des objectifs, parce qu'aux frontières de cet État qui s'est libéré, il y a deux États très puissants, l'État polono-lituanien qui louche sur cet espace russe, et les Suédois dont la puissance n'a cessé de grandir. Et donc il faut repousser les ennemis, et un second objectif qui très vite se dessine, car cet espace, il n'accède pas à des mers, il accède à un tout petit bout de mer qui est gelé. En fait, il a besoin, il le sent, d'accéder à des mers. Les souverains comprennent que c'est. Donc, repousser l'ennemi, accéder aux mers, ça conditionne la marche en avant. Et on a plusieurs étapes. On a d'abord une étape décisive pour comprendre la période actuelle, c'est-à-dire que à Kiev s'est développée la puissance polono-lituanienne, elle domine cette région, et on peut dire, et c'est ce qui s'appelle l'Ukraine. Aujourd'hui, on dit que c'était l'Ukraine. Dans cet espace, tout ça est indéterminé, c'est un espace slave comme l'espace russe. Hein. Dans cet espace indéterminé, ce sont des tribus cosaques qui dominent. Et l'un des chefs cosaques, avec sa très grande tribu, en 1654, trouve que véritablement les polono-lituaniens sont des occupants, des colonialistes au fond, extrêmement insupportables, et il se tourne vers le souverain russe qui se trouve, on a changé de dynastie en Russie, c'est la dynastie des Romanov qui s'est installée sur le trône en 1613. Il se tourne vers le second Romanov et il lui demande de prendre ce qui sera considéré comme les ancêtres des Ukrainiens, ces Cosaques, sous la protection de la Russie. Il lui demande 2 fois. Et le tsar Michel, le second tsar Romanov, 2 fois refuse parce qu'il n'a pas envie d'un conflit direct avec les polono-lituaniens. À la 3e fois, je dirais que son entourage le presse d'accepter et il prend sous sa protection ce qui sera
l'Ukraine orientale, c'est-à-dire Kiev et toute cette partie. Ce qui permet à la Russie d'avancer vers l'Ouest, d'avancer vers l'Europe, cette Europe qui ne la connaît pas, qui ne sait pas de quoi il s'agit. Donc il y a véritablement, la Russie obtient Kiev, d'ailleurs la négociation, elle n'obtient rien, si vous voulez. Ce Cosaque est venu mettre sous sa protection, c'est un morceau de territoire enlevé aux polono-lituaniens qui vont toujours rêver de ça. Et bon, les autres Cosaques s'interrogent, mais en tout cas, l'espace russe s'est agrandi de quelque chose qui est un morceau de l'Ukraine, un morceau extrêmement important, celui qu'on trouvera là pendant une partie de l'histoire. C'est la première étape. La seconde étape, c'est, voilà, les Polonais ayant subi un coup, ça sera le tour des Suédois. Le fils du souverain qui a récupéré cette partie d'Ukraine, ce fils qui s'appelle Pierre Ier, qui sera Pierre le Grand, s'attaque aux Suédois. C'est la bataille de Poltava, 1709. Ils sont vaincus et ils se trouvent sur les bords de la Baltique. L'ouverture sur la Baltique est faite. Elle est faite et il déplace sa capitale à Saint-Pétersbourg, enfin il crée Saint-Pétersbourg, il la déplace sur les bords de la Baltique. La Russie qui a mis un pied vers l'Europe du côté de Kiev, du côté de cette Ukraine, elle avance vers l'Europe par la Baltique aussi. Donc la voilà, je dirais, et avec un accès à la mer, ce qui est fondamental. Et cet accès, je dirais, c'est ce qui est en train de se perdre aujourd'hui. Regardez ça, nous sommes là. Ces acquisitions territoriales, cette marche en avant, va faire un bond au XVIIIe siècle, entre 1773 et 1779, sous le règne de Catherine II, lorsque toujours la Pologne, l'ennemi polonais, lorsque la Pologne, les trois partages de la Pologne donnent à la Russie un nouvel espace, je dirais, plus avancé en Europe, notamment en Prusse, en Galicie, donc expansion déjà de cet État russe, au détriment de la Pologne. Vous voyez les adversaires qu'on retrouve aujourd'hui. Hein. Et dernière étape, je dirais, de cette avancée dans cette partie qui touche à l'Europe, c'est 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'État soviétique récupère toute l'Ukraine, c'est-à-dire ce qui est enlevé à la Pologne, et la Pologne en échange, et vous connaissez l'histoire j'espère, étend ses frontières en direct sur les territoires allemands. La ligne Oder-Neisse, ce n'est pas autre chose que la compensation de ce que la Russie récupère en Ukraine. L'Ukraine enfin rassemblée, enlevée aux Polonais par étapes, elle se trouve enfin dans l'État russe. C'est ce qui est tardif, hein, 1945. Retenez les dates. Vous voyez que cette, je dirais, extension, ou cette réunification, cette unité russo-ukrainienne, elle s'est faite par de longues étapes et surtout, je dirais, pour des raisons défensives. Alors, voilà vers l'ouest. Vers l'est, la marche en avant va être aussi efficace, mais de la même façon, je dirais que la première étape de la marche vers l'ouest, c'est-à-dire l'acquisition d'une partie de l'Ukraine, elle n'a pas été la volonté des Russes de prendre un morceau de l'Ukraine. Elle est venue de la volonté de ces Cosaques de se mettre sous la protection russe. Ça a été un petit coup de chance. De la même façon, la marche vers l'est, elle comporte une part de chance aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui va avancer en Sibérie, c'est un marchand, Stroganov, qui fait commerce de fourrures. Les fourrures de Sibérie sont très réputées, et véritablement, il envoie des hommes qui avancent dans l'espace sibérien, qui s'approprient des bouts d'espace sibérien. Il met là quelque chose qui ressemble aux milices privées d'aujourd'hui, et c'est d'abord une conquête commerciale faite par un marchand et par je dirais, les soldats qu'il emploie à sa solde. Ça n'est qu'après que l'État se rend compte de la chance de cet espace qui s'ouvre à l'Est et qui comporte, on s'en rend compte tout de suite, des ressources considérables, que l'État va s'engager à son tour dans l'expansion en direction de la Sibérie. Mais et là, c'est une marche qui ira très loin. C'est toute la Sibérie qui sera conquise progressivement. Puis on ira plus loin. Ça s'arrêtera quand on sera aux frontières de la Chine. Avec les traités d'Aïgoun et de Pékin,
les fameux traités inégaux que les Chinois reprochent aux Russes. Bon, alors, on a donc l'Ouest, l'Est, il y a les mers chaudes, vieille ambition. Il faut tout de même avoir quelque chose. Alors là, l'adversaire, c'est l'Empire ottoman, qui possède des territoires considérables. L'Empire ottoman et la Perse, c'est contre eux que depuis Pierre le Grand, une progression va se faire. La progression sera principalement, je dirais, le fait de Catherine II. Pierre le Grand avait, dans son avancée, après la Baltique, il avait voulu descendre vers le sud. Et il avait pris Azov. Et il se trouvait donc dans l'espoir de contrôler la mer d'Azov. Mais très vite, il a été défait, il a dû y renoncer. Et jusqu'à Catherine II, il y a eu une période d'absence de la Russie. Mais Catherine II a repris ce projet. Et en 1762, son amiral, l'amiral Orlov, combat l'Empire ottoman, détruit la flotte ottomane à la bataille de Tchesmé, et Catherine II récupère la Crimée. Donc voilà, en même temps, dans les diverses conquêtes, son fils, on a aussi des extensions dues au hasard, une fois encore. Au Caucase, la Géorgie est menacée constamment par l'Empire persan, par l'Empire ottoman, et elle demande exactement, comme l'avait fait la Tamane cosaque, qui s'était placée sous la protection du second Romanov, elle demande à Catherine II de la prendre sous sa protection. Le fils de Catherine II va transformer la protection en annexion, occupation de la Géorgie, annexion et expansion sur ce qui est l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc le Caucase est conquis, la Crimée est conquise. Ivan le Terrible avait déjà apporté sur les bords de la Volga, Kazan et Astrakhan, terre musulmane, à la Russie. On a donc un domaine musulman. Au XIXe siècle, poussé vers l'Asie centrale, tout simplement parce que cet espace russe qui s'est tellement étendu, il va toujours plus loin. Et XIXe siècle, après la guerre d'indépendance de l'Amérique, le monde manque de coton qui était produit par l'Amérique. Du même coup, qu'est-ce que fait la Russie? Elle se précipite vers l'Asie centrale, si favorable à la culture du coton. Elle rencontre l'Angleterre. D'ailleurs, le fils de Catherine II avait eu l'ambition, lui, d'aller vers l'Inde. Et il s'était prétendu grand maître, ou proclamé grand maître de l'ordre de Malte. C'était pour lui le début de la conquête de l'Inde. Bon, il n'a pas pu le faire, ça n'a pas... c'est le sort l'a arrêté. Le sort, c'est tout simplement qu'il a été assassiné. Et il a été assassiné essentiellement parce que précisément son projet nuisait à l'Angleterre et que le complot qui a mis fin à ses jours est un complot qui a été un complot d'aristocrates de son entourage payé par l'Angleterre. Bon, ça c'est pour vous dire que l'expansion territoriale est très liée à des combinaisons politiques et même criminelles assez étonnantes. En tout cas, l'Asie centrale est conquise au cours du XIXe siècle et le point d'arrêt, c'est au moment où véritablement la Russie sent qu'elle va se heurter à l'Angleterre d'une façon dramatique. La délimitation frontalière se fait à la frontière de l'Afghanistan en 1888 et on peut dire que c'est la fin des conquêtes. Cet espace s'est étendu d'une façon, je dirais, progressive, mais dans toutes les directions, d'une façon systématique, depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est donc, après cet ensemble, qu'est-ce que c'est que cet espace? C'est un empire. Un empire qui a une particularité, il est continu. C'est un empire terrestre, continental, sans aucune rupture. Et un empire qui n'a jamais reculé, sauf sous Alexandre II, en 1861. Alexandre II décide, la Russie avait avancé aussi sur le territoire sur le sol américain. Elle avait installé des colonies en Californie et elle avait conquis l'Alaska dans ses conquêtes, dans son extension en Asie. Alexandre II, et c'est très intéressant pour notre conception, a revendu l'Alaska aux États-Unis en disant « il ne nous sert à rien, c'est trop loin ». Il y avait le détroit de Bering pour séparer,
l'Alaska de l'espace continu impérial. Bon, c'est tout de même une conception, il y a eu toute une querelle, d'ailleurs autour d'Alexandre II, il y avait ceux qui estimaient qu'il ne fallait pas vendre l'Alaska, mais il a eu l'argument de cette rupture territoriale du détroit de Bering qui brisait la continuité de l'espace. C'est une conception très importante. Alors cet empire qui a été constitué donc de 1450 en gros à 1945, il était jusqu'en 1990 de 22 millions de kilomètres carrés, c'était le plus grand espace d'un État connu dans le monde, 22 millions de kilomètres carrés, 11 fuseaux horaires. En 1990, après la fin de l'URSS, il a été réduit de 20%, il ne représente plus que 17 millions de kilomètres carrés, l'espace de la Russie. Ça reste le plus grand espace territorial du monde encore aujourd'hui, toujours avec les 11 fuseaux horaires, même si à un moment on les a réduits à 9, on est revenu aux 11. Et ça reste un espace d'un seul tenant. L'Empire, l'Empire allait de la Baltique à la mer Noire et de la Galicie au Pacifique. Alors, cet espace, sous la forme impériale de 22 millions de kilomètres carrés, aujourd'hui, il a toujours été caractérisé d'abord par la diversité ethnique absolument extraordinaire, comportant des peuples, je dirais, européens, des peuples asiatiques, la diversité ethnique un petit peu réduite, ethnoculturelle un peu réduite aujourd'hui, je vais revenir dans un instant, mais diversité ethnique à laquelle s'ajoute une diversité religieuse remarquable. Les trois grands monothéismes sont représentés, chrétiens, musulmans, juifs, plus d'autres religions, bouddhistes, etc., une multitude de religions et de sectes qui traduisent véritablement la personnalité des divers peuples de diverses dimensions, un nombre de langues absolument considérable. Rien qu'au Caucase, on comptait 100 langues il y a encore peu de temps. Donc, diversité linguistique, diversité de culture et diversité de mode de vie. Entre le sibérien, le bouriate et l'habitant de Saint-Pétersbourg ou même de la campagne russe, il y a une différence totale de mode de vie, de compréhension de l'existence. Alors, je vous rappelle que cet espace est enclavé, c'est-à-dire qu'il n'a accès, il avait accès à la mer Noire par la Crimée, accès à la Baltique en 1990, au moment de l'indépendance de l'Ukraine, ou de l'indépendance de toutes les parties, les composantes de l'Empire soviétique. La Russie accepte que la Crimée, qui avait été donnée à l'Ukraine, mise dans les frontières de l'Ukraine en 1954, accidentellement, il y a beaucoup d'accidents dans cette histoire, par Nikita Khrouchtchev, devienne territoire ukrainien. Donc la Russie a perdu je dirais, elle n'a plus sur la mer Noire qu'un seul port, mais elle est obligée de louer Sébastopol et ainsi de suite. Donc cet empire a régressé considérablement à ce moment-là. Et aujourd'hui, pour tout dire, la position sur la Baltique est en train d'être perdue parce que l'entrée dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande bloque véritablement la présence et l'influence de la Russie dans la Baltique. Donc on peut dire que ce que Pierre le Grand avait conquis et que ce que Catherine II avait conquis, puisque la question de la Crimée est tout de même si elle a été récupérée par la Russie en 2014, elle est sur la table aujourd'hui à cause de cette guerre. Donc on peut dire que les grandes conquêtes d'ouverture sur les mers sont tout à fait problématiques désormais. Et l'Empire s'est réduit à cet égard. Il a changé aussi un petit peu de caractère ethnique dans la mesure où ce qui s'est réduit, c'est le groupe occidental, les Baltes, qui étaient là, qui étaient véritablement une population européenne occidentale. Et puis de l'autre côté, on a vu se réduire le groupe musulman par la disparition des grands États musulmans qui appartenaient à l'Union soviétique. Il y a encore beaucoup de musulmans le long de la Volga, il y a des États musulmans, mais beaucoup moins importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet empire qui était confronté à des groupes parfois très importants, cet État est confronté, au fond, il y a une masse russe et des peuples moins importants que l'étaient les peuples divers, moins importants numériquement,
qu'il ne l'était dans l'ensemble soviétique, ou dans l'ensemble impérial. Mais néanmoins, tout ça reste extraordinairement divers. Alors, le résultat de cette, je dirais, de cette histoire tourmentée qui est liée à la nature de l'espace et à son caractère absolument ouvert, sans aucune frontière, sans aucune ligne de défense, c'est d'abord une conscience collective qui est incontestablement une conscience collective marquée par l'idée de l'état de siège ou de la menace permanente, et donc de la nécessité de se défendre. Ça, c'était un premier point. On va y revenir avec les voyageurs. Le deuxième, donc il faut se protéger, la nécessité d'une protection, qui implique d'une part la nécessité de la puissance. Pour se protéger, il faut une puissance. Et deuxièmement, qui implique l'idée, je dirais qu'il faut toujours regarder vers l'extérieur, à la fois pour s'en méfier et pour repousser l'extérieur. La deuxième conséquence de cet espace, c'est que l'unité territoriale de l'Empire, qui n'a pas été rompue par les éléments perdus en 1990, l'unité territoriale rend les ruptures extraordinairement difficiles. Les décolonisations qui ont marqué le XXe siècle, des colonisations britanniques, françaises, etc., étaient relativement simplifiées par la géographie. On rembarquait les nationaux, les troupes, etc., et la rupture se faisait. Mais dans un espace continu, où est la ligne de rupture? Comment est-ce qu'on fixe la ligne de rupture? Ça explique beaucoup de difficultés contemporaines, et notamment le cas de l'Ukraine. Par ailleurs, ça rend la définition de l'identité nationale très difficile. Cet espace, il est situé en Europe, il est situé aussi en Asie, il n'y a aucun doute. Il est allé jusqu'à l'Asie. Et il a englobé une grande part d'Asie, la Sibérie, tout ce qui est aux frontières chinoises. C'est véritablement la frontière est là. Au sud, dans les anciennes possessions de l'Empire ottoman, on est dans le monde musulman. Donc l'identité de la Russie est extraordinairement définie, européenne, asiatique, musulmane, chrétienne. C'est une question continue qui se pose. Et au fond, l'histoire des peuples de cet empire a oscillé entre la tentation d'une grande partie de cet État, de cet empire, à regarder vers l'Europe, à se dire européen, à vouloir être européen, et le mariage d'Anne de Kiev le montre. Et puis l'Asie. Et quel est le poids de l'Asie là-dedans? Est-ce qu'on est d'Europe ou d'Asie? La notion d'Eurasie a un certain succès en Russie, on comprend très bien, parce que ça se situe quelque part entre les deux. Enfin, la conclusion, c'est que tout cela, à la fois pour se défendre, puis pour constituer des lignes de défense, tout a exigé de la puissance. La puissance a été le maître mot qui résultait de cet espace ouvert et dangereux. Et cette puissance, elle a été une obligation continue. Le résultat, c'est que la construction de cette puissance, qui est puissance militaire, c'était celle de Pierre le Grand, ça a été celle de Staline dans la Seconde Guerre mondiale, etc. Cette puissance ne pouvait s'édifier et se maintenir qu'au prix d'un effort extrême, c'est-à-dire au prix de la modernisation et de la transformation. Et c'est ce qui explique, je dirais, le concept de puissance pauvre, qui est un principe extraordinairement juste pour qualifier l'État qui domine cet espace. La Russie a toujours été une puissance pauvre, malgré des moments de modernisation réussis, mais la pauvreté tient précisément à l'hétérogénéité, à la difficulté et surtout à l'obligation constante de faire face à ce danger qui était ressenti. Alors, comment, au fond, le monde a-t-il connu cet espace? Il l'a connu d'abord par les voyageurs. Il a été longtemps totalement inconnu, on ne savait pas ce que c'était, on se méfiait de ça. On peut dire que jusqu'au XIVe, XVe siècle, la Russie ne faisait pas partie de ce qu'on connaissait, à part quelques rares courageux qui s'y étaient aventurés. On n'en avait pas une grande idée et tout de même, le cœur de la vie internationale, c'était la France. C'est pour ça que je vais prendre les voyageurs français. Le cœur de la vie internationale, c'était la France. C'était la France qui dictait, dans ce qui s'appelait le monde civilisé, un petit peu, je dirais, les usages, qui a été longtemps maîtresse de l'ordre international.
Et pour la France, c'était quelque chose, un pays dont on ne parlait pratiquement pas, qu'on ignorait. Il y a eu tout de même, je dirais, trois avant-coureurs qui ont déjà appris quelque chose de la Russie avant qu'elle devienne à la mode ou qu'elle ne devienne une interrogation. Les trois, c'était de trois personnalités officielles. D'abord, un Allemand, le baron Siegmund von Herberstein, qui était un ambassadeur de l'empereur Maximilien et qui a été envoyé en Russie en mission officielle. Il a fait un long voyage et il a rapporté un récit de ce qu'était la Moscovie qui est extrêmement intéressant, car il essaye de décrire ce qu'il a vu, décrire la nature. Bon, il n'est pas allé jusqu'en Sibérie, mais il a fait tout de même un voyage important. Il essaye de décrire un monde humain qui est très déconcertant pour un Européen, et évidemment, son propos est un propos qui conduit à une conclusion, car il décrit des gens qu'il trouve complètement sauvages. Il dit d'ailleurs, ils vivent comme des bêtes, et sa description, la conclusion de cette description, c'est ce ne sont pas des Européens, mais ils n'ont rien à faire avec nous, et en plus que l'Europe est belle quand on la voit. Il a été suivi, ce livre a eu un certain succès, hein. C'était vraiment une relation de voyage et une sorte de regard de journaliste sur une société bizarre, sur des mœurs totalement incompréhensibles, dont il a retenu les aspects les plus brutaux, c'est-à-dire la violence des rapports humains. Il a été suivi par un homme qui était un savant, qui s'appelait Adam Olearius, qui, un siècle plus tard, écrit un livre sur la Moscovie aussi, mais qui va en Tatarie et en Perse. Et il est publié ça en 1633, ça a eu un certain succès. Et lui, exactement comme son prédécesseur, il a regardé très attentivement. C'est un voyage qui a été tout de même assez important, puisque géographiquement, il voit des régions qui sont très différentes. Tout de même, la Moscovie, au XVIIe siècle, elle est urbanisée, il y a la capitale, il y a une vie véritablement. Et Pierre le Grand est passé par là. Mais, non, il n'est pas passé par là, justement. Mais enfin, ça se prépare, la dynastie déjà. Le père de Pierre le Grand était déjà un homme passionné par l'Europe et qui voulait envoyer des gens étudier en Europe, ce qu'il faut se retenir. Alors, lui, exactement comme son prédécesseur, il a entrevu la nature physique de ce pays très déconcertante, beaucoup plus brutale que les pays d'Europe qu'il connaissait, et il en a conclu évidemment que cela expliquait peut-être la brutalité des relations humaines, mais ce qu'il a retenu surtout, le livre est fait comme celui d'Herberstein, de descriptions extrêmement amusantes, mais violentes, choquantes, de mœurs que l'Europe imaginait mal. Tout y passe, toutes les perversions, tout cela. Au fond, les hommes sont présentés comme sortant à peine du règne animal ou appartenant encore au règne animal. Donc on conçoit que la conclusion soit comme la première. Méfions-nous, il n'y a rien à tirer de relation avec ce pays. Il y a un troisième livre qui a eu de l'importance, qui était d'une nature différente. Il a été fait par un homme qui s'appelait le capitaine Margeret. C'est un homme qui avait été au service de Boris Godounov et qui avait vécu véritablement la vie de la cour de Boris Godounov, qui a vu les querelles politiques, donc qui a vu un système politique qui s'est davantage intéressé, je dirais, à quelque chose d'élaboré, à une sorte d'organisation politique de la société. Il est, comme ses prédécesseurs, très frappé par le caractère primitif de la vie sociale, des relations sociales, le caractère très brutal de la nature à laquelle il attribue d'ailleurs, je dirais, cette influence qui enferme les hommes dans des habitudes très primitives. Donc pour lui, l'effet de la nature sur les hommes, c'est précisément d'empêcher tout développement. Et sa conclusion, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à tirer de ce pays pour les pays européens. On le laisse de côté
Et avec ça s'achèvent, je dirais, les premiers regards qu'on jette sur la Russie. Mais tout va changer avec Pierre le Grand. Parce que Pierre le Grand, dès qu'il monte sur le trône, enfin, dès qu'il a le trône qu'il a eu vraiment à grand mal et qu'il aurait pu ne pas avoir, qu'on lui a contesté, dès qu'il arrive sur le trône, il n'a qu'une seule idée, c'est d'aller voir l'Europe. D'une part, l'accès aux mers, et deuxièmement, aller voir l'Europe. Il a fait un premier voyage anonymement, mais il a couru toute l'Europe sous un faux nom et tout le monde comprenait qui était ce jeune homme, c'est assez remarquable physiquement. Et il y est revenu 10 ans plus tard, empereur, alors avec tout son statut, et là, on peut dire qu'il change parce qu'il est le statut de la Russie. Ce voyage est à cet égard extraordinairement important, et je dirais que dans cette maison, l'Académie des sciences a été un des acteurs de cette transformation du regard jeté par la Russie. Car ce Pierre le Grand était un esprit très curieux, dès son premier voyage, il avait visité tout ce qui était scientifique, tout ce qui pouvait l'intéresser. Partout dans le monde, il avait importé des gens des marins, des techniciens pour leur savoir-faire dans son pays, pour transformer son pays. Donc il a impressionné l'opinion, et lors de son second voyage, il est élu à l'Académie des sciences, ici, enfin là où elle était autrefois, et il impressionne tellement que, d'abord, que Fontenelle, qui prononcera son éloge, va devenir l'un des avocats, je dirais, de la nécessité de découvrir la Russie, de découvrir la patrie de cet homme, qui est incontestablement, qu'on voit désormais, que l'Académie des sciences voit comme un Européen. Et du même coup, la volonté de Pierre le Grand de faire entrer son pays dans l'Europe est soutenue par le monde scientifique, qui se dit qu'il faut regarder cette Russie et voir comment on traite avec elle. Ça n'est pas étonnant, et à la suite, si vous voulez, tous les gens comme Voltaire et tout ça, qui se mettent dans la ligne de Fontenelle, ils sont très portés par ce que Pierre le Grand leur a fait découvrir, par ce pont qu'il a jeté avec l'Europe. Et Pierre le Grand a inspiré, je dirais, à l'Académie des sciences, le désir de connaître la Russie. Et on voit se précipiter en Russie des voyageurs, ce sont les premiers, je dirais, voyageurs. Les premiers avaient des missions presque politiques, ceux que j'évoquais tout à l'heure. Les voyageurs de Pierre le Grand, ce ne sont pas des touristes, ce sont des explorateurs. Et ce sont tous des abbés, curieusement, des abbés membres d'Académie des sciences. Bon, le premier est l'abbé de Lille, qui a écrit, c'est un astronome et un géographe, M. Pitt, car les géographes jouent un grand rôle là-dedans. Il se précipite en Russie, il a publié en Russie, c'est-à-dire pas dans la capitale simplement, il va dans les 2 capitales, puisqu'il y a 2 capitales, mais il se précipite surtout en Sibérie, car la Sibérie, c'est aller le plus loin possible, c'est la théorie de l'abbé de Lille. Et évidemment, il découvre à ce moment-là ce qu'est l'espace. Il découvre qu'il n'y a pas une Russie, mais qu'il y a des Russies, des Russes, et que cette immensité détermine un univers qui est difficile à comprendre pour des Européens, dont les pays sont des pays déterminés, cloisonnés, dont on connaît à la fois les limites, les cultures et où les hommes se ressemblent. L'abbé de Lille est suivi par l'abbé Juppé. L'abbé Juppé est un janséniste qui, lui, veut apporter le catholicisme en Russie. C'est ce qui l'intéresse, mais il est aussi géographe. Il se passionne aussi pour la géographie. Il s'intéresse aux mœurs, à l'histoire, et au fond, son récit prolonge le récit d'Oléarius et vient le compléter. Et on commence à avoir une palette, je dirais, de connaissances sur la Russie due à des hommes de science pour qui il ne s'agit plus d'avoir peur de ce pays ou de s'en moquer, mais de regarder avec sérieux. Vient surtout, alors il y a 2 livres très importants dans cette période, le livre d'un géographe astronome, l'abbé Chappe d'Autroche, et le livre de Custine. Et là-dessus, je vais m'arrêter une seconde parce que c'est très important pour comprendre les choses. L'abbé Chappe d'Autroche était un membre de l'Académie des sciences qui a été envoyé en Russie en 1761, au moment où va mourir la fille de Pierre le Grand, l'impératrice Élisabeth. Enfin, c'est à la charnière du règne de l'impératrice Élisabeth et de celui de Catherine II.
il est chargé à la fois d'une mission scientifique et probablement d'une mission politique. Chargé d'une mission scientifique, car il est chargé d'aller à Tobolsk, en Sibérie, observer le voyage de Vénus le passage de Vénus sur le Soleil. Bon, ça c'est très bien, la date est fixée, il doit aller jusqu'à Tobolsk. Mais aussi, il est chargé par le roi de France, et là nous sommes dans le politique. La France, depuis Pierre le Grand, a vu monter l'étoile de la Russie. Le roi de France qui détermine au fond l'ordre protocolaire européen, même qui essaie d'organiser l'ordre européen, s'inquiète beaucoup de ce pays étrange qui a l'air de grandir, qui a un espace immense, des ressources immenses, et au fond, il n'a pas tellement envie de le voir pénétrer dans le monde européen ou peser sur le monde européen. Et il tend à l'écarter, et il envoie pour ça l'abbé Chape d'Autroche, au fond, pour lui faire un rapport sur ce pays. Il y a donc les deux aspects qui sont très intéressants. Bon, le livre de l'abbé Chape d'Autroche, je vous recommande de le lire, c'est absolument passionnant. Cet abbé était un homme très drôle. Il a tout de même les conditions de l'époque, 1761, pour aller jusqu'en Sibérie, il fallait aller dans des télegs, dans des voitures tirées par des chevaux, pas des traîneaux, tout ce qu'on voudra, qui versent sur des routes qui n'existaient pratiquement pas, qui étaient mythiques. Il versait, il se retrouvait dans la neige, on le portait dans une cabane où il y avait des enfants nus qui galopaient, des femmes qui étaient couchées sur le poêle, enfin, tout ça était un univers inimaginable. Ça ne l'a pas empêché d'aller jusqu'à Tobolsk, de remplir sa mission. Il a tout observé et il a rapporté une œuvre en 2 volumes tout à fait exceptionnelle. Un volume qui est le volume du savant. Le savant décrit l'espace, le climat, les plantations, ce que la nature produit, les ressources. Il inventorie tout. Et c'est d'une modernité extraordinaire. C'est un texte absolument prodigieux du point de vue scientifique. Et le second volume, car le savant a réussi dans ce voyage qui a duré des mois, réussi à tout observer, le second volume, est l'œuvre d'un sociologue, d'un politologue, qui regarde véritablement la société. Alors, un peu comme ses prédécesseurs, il est assez affolé par les mœurs, ça c'est tout à fait évident, par la brutalité des hommes, etc. Mais en même temps, il voit très bien à quel point c'est lié avec la nature, à quel point la nature a déterminé cette spécificité. Il s'interroge sur ce qui se passe à partir du moment où, avec sa puissance, ce pays existe aux yeux du monde, où ce n'est plus qu'un endroit où on ne peut pas l'enfermer tout seul dans son coin. Il est en train de peser sur le monde. C'est ce qui, depuis Pierre le Grand, ça, il l'a très bien compris. Donc, si vous voulez, c'est à la fois une œuvre scientifique, l'œuvre d'un géographe. C'est un reportage absolument extraordinaire sur la réalité de la vie dans cet espace et une réflexion sur ce que signifie un espace comme ça, pesant sur une Europe qui est civilisée, mais dont les États sont des États relativement moyens, tout ce que l'on veut. Le rapport, je dirais, entre puissance territoriale, puissance des ressources et puissance d'États normaux, comme ce sont les États européens, est une question qui se pose. Donc c'est un livre extraordinairement précieux auquel il faut opposer un autre livre qui paraîtra plus tard, puisque lui c'est 1761, le livre de Custine c'est 1839, mais je voudrais dire que les réflexions de l'abbé Chape d'Autroche sont tellement importantes sur la Russie, il pose des questions tellement brûlantes que l'impératrice Catherine II, qui est montée sur le trône, sent le danger, elle sent à quel point l'Europe peut être troublée par ça, tenter d'affirmer la spécificité russe, de la rejeter ou de la contester ou de lutter contre cet espace dont on voit très bien chez l'abbé Chape d'Autroche qu'il fait peur. Et du même coup, l'impératrice de Russie, Catherine II, qui gère le pays et qui est une vraie impératrice, enfin qui est à l'œuvre, c'est pas du tout, elle ne se contente pas de regarder filer les étoiles. Elle a écrit un livre pour lui répondre qui s'appelle L'Antidote. Un livre de réponse où, point par point, elle démontre non pas ce qu'il dit dans le volume géographique, mais tout ce qu'il dit dans le volume sociologico-politique. Ça montre, si vous voulez, l'importance qu'elle a pu attacher politiquement à cette entreprise qu'elle considère comme une entreprise de démolition de son pays et de mise à l'écart de son pays. Alors, Custine, c'est un autre cas.
Bon, Custine est parti en Russie pour se réfugier, se mettre à l'écart de la Révolution française qui a guillotiné les siens, et qu'il déteste, et pour lui la Russie c'est le paradis quand il y va, parce qu'il y a un ordre, il n'y a pas de Révolution française. Et en même temps, très vite, il est déçu. Il y a des raisons personnelles, ça n'a pas tellement d'importance, mais qui ont beaucoup motivé sa réaction. Mais il voit la Russie, je dirais, alors là, avec un préjugé, à partir d'un certain... D'abord, il a peur dans ce pays. Il est dominé par la peur. Alors, il voit principalement les deux capitales, mais tout de même, il va aller à Kazan, il va se promener dans le pays, pas trop loin, mais malgré tout, il fait 2 excursions importantes dans le pays profond et le pays différent. Et ce qui est frappant, il a tellement peur qu'il les fait, et quand on le lit, on le comprend, qu'il a peur d'être repéré par la police, qu'il tire les rideaux de sa voiture. Alors ça pose un problème. Comment est-ce qu'on voit un pays, et on le décrit, en voyageant rideau tiré, car l'essentiel du temps passé, il se passe en déplacement. Ça pose un grand problème. C'est un livre d'une violence extrême contre la Russie qui reprend tous les préjugés, pays sauvage, attardé, non européen, avec, je dirais, des traits beaucoup plus analysés. C'est-à-dire, pourquoi c'est un pays de sauvage? Parce qu'il y a la nature à déterminer, une nature humaine passive, peureuse, qui ne connaît que la violence, et c'est-à-dire une société qui jamais ne bougera. Bon. Le succès du livre est prodigieux. Je ne dirais pas que c'est un livre qui est intéressant par l'effet qu'il a eu, pas par le contenu, parce que l'analyse est tout de même extraordinairement superficielle, extraordinairement faite de clichés, et il n'a pas vu vraiment grand-chose. Mais ce livre a un effet extraordinaire, puisqu'il est lu par toute l'Europe. Il y a 5 éditions qui se suivent. On s'arrache le livre. C'est le best-seller de l'époque. C'est aussi, il faut le dire à la vérité, le premier grand livre de voyage écrit par un écrivain de talent. On s'aperçoit que l'écrivain voyageur, ça existe. Et le talent de Custine, qui est indéniable, qui est éclatant, contribue, je dirais, au succès de ces thèses. Ça va marquer très profondément l'opinion jusqu'à maintenant. Parce que je dirais que le regard qu'on jette sur la Russie, qu'on l'a jeté sous le régime soviétique, qu'on le jette aujourd'hui, c'est le regard de Custine. Et c'est très important de le regarder attentivement. Alors, on peut dire que la Russie en 1839 ne se porte pas bien dans le regard européen. En même temps, il y a eu tout de même quelque chose qui a fait basculer l'opinion, qui a fait contrepoids. Et ça se situe en 1780, presque à la fin du règne de Catherine II. Catherine II, vous le savez, a organisé une grande expédition dans le sud du pays, en Crimée. Elle a emmené plus de 1000 personnes avec elle. Elle a invité toute la grande aristocratie européenne pour voir la Russie, pour voir surtout ce qui était son œuvre, c'est-à-dire cette Crimée conquise, l'accès à la mer Noire, et ce qu'elle rêvait de faire, c'est reconstituer un royaume byzantin. C'est le projet grec de Catherine II. Et elle a embarqué dans cette invitation, je dirais, les plus beaux esprits de l'Europe, et notamment 2 hommes qui sont 2 grands épistoliers, le prince de Ligne et le prince Louis-Philippe de Ségur, et le comte Louis-Philippe de Ségur, 2 hommes qui passent leur vie à envoyer des lettres à toute l'Europe et qui racontent leurs impressions de Russie. Et leurs impressions sont éblouies parce que ce qu'ils voient dans ce voyage qui a été organisé, vous savez, c'est la période qu'on a appelée celle des maisons Potiomkine et des villages Potiomkine. Potiomkine, l'amant et probablement le mari secret de Catherine II, avait organisé ce voyage. En fait, il rêvait, l'ayant épousée en secret, qu'elle l'installe sur le trône avec elle. Mais comme c'était une femme de pouvoir, elle lui a donné la vice-royauté du sud de la Russie, de ce qu'elle appelait la Nouvelle Russie. Comme ça, elle l'a écartée du trône. Et il lui a organisé ce voyage magnifique où il lui a montré, au fond, ce qu'était son rêve, ce rêve de projet grec, ce pays, cet endroit paradisiaque que devait être la Nouvelle Russie, dont la Crimée était le cœur. Et bon, il est tout à fait certain
Il a repeint les isbas, arrangé les villages pour que ça ait bonne mine, pour que cette société européenne voie un beau spectacle. Mais il ne faut pas s'y tromper. C'était ce que les gens ont vu, c'est tout de même, je dirais, ce que représentait stratégiquement, en puissance, cette Crimée, ce qu'elle a porté à la Russie, c'est-à-dire le contrôle de la mer Noire. C'est ça qui était important. Sinon le contrôle qui appartenait à l'Empire ottoman, mais enfin la présence sur la mer Noire et sur un lieu qui se développait, qui était un paradis terrestre. Et c'est d'ailleurs ce qu'écrit le prince de Ligne. Il dit « c'est le rêve des 1001 nuits ». Donc si vous voulez, il y a l'image qu'apporte Custine, mais il y a la correspondance de ces hommes 40 ans plus tôt qui a tout de même marqué l'Europe aussi. Et ça explique que, je dirais, le tableau, là, même si jusqu'alors on a considéré, à travers tous les récits qui étaient arrivés, que la Russie, ce n'était pas l'Europe et qu'il fallait la tenir à distance, les choses ont changé dès 1717, c'est-à-dire très tôt. La Russie est inscrite dans l'almanach royal et ça veut dire que le roi de France, organisateur du protocole européen, au fond a reconnu qu'elle appartenait à l'Europe. Le problème pour la France sera désormais de la contenir, et toute la politique française consistera à attiser contre la Russie les mécontents de son expansion, la Pologne, l'Empire ottoman et la Suède. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, nous avons, je dirais, cette extraordinaire vision de la Russie. La Russie est rentrée en Europe, elle est considérée comme un pays européen. Alors, c'est là qu'on va entrer dans je dirais, dans la nouvelle période de la connaissance de la Russie, celle que la littérature va apporter, celle que les écrivains, jusqu'alors c'était des voyageurs, d'abord avant tout, pas tellement des écrivains professionnels. Bon, Catherine II avait essayé de faire venir des écrivains professionnels. Voltaire, qui n'a pas voulu, d'Alembert, qui n'a pas voulu, Diderot, mais elle l'a gardé dans son bureau. Mais Bernardin de Saint-Pierre, qui est venu et qui voulait faire des affaires qui paraissaient douteuses à Catherine II, mais il a fait un récit de voyage qui était très intéressant. Mais là, ce sont les écrivains qui viennent véritablement, qui se précipitent. Et on voit alors naître une image de la Russie à travers la littérature qui est superbe, à travers les récits de voyage. Alexandre Dumas, les récits du Caucase, c'est absolument extraordinaire. Le Caucase conquis relativement tardivement, inconnu, qu'il décrit, c'est absolument prodigieux. Théophile Gautier, qui en parle avec son goût de l'art, et qui donne une description. Balzac, l'Ukraine, où il va retrouver sa bien-aimée. Madame de Staël, Casanova, le Chevalier d'Éon. Donc il y a toute une littérature qui va se développer, et la Russie décrite en termes littéraires séduit, et évidemment, il y a une sorte de mode russe qui grandit, mais en même temps, tout cela, tous ces gens appréhendent ce qu'ils voient, ils comprennent très bien ce qu'ils essaient de comprendre, pourquoi ce pays est un petit peu étrange, et ils cherchent véritablement dans la nature des explications. Et alors, cette mode russe se développe d'autant plus facilement que c'est l'époque où les techniques de voyage ont changé. Jusqu'alors, aller dans les conditions dans lesquelles était à l'échappe d'Autroche, avec des télègues ou des espèces de voitures qui versaient, qui vous laissaient dans la nature, avec une jambe cassée, le cheval qui vous écrasait la tête, c'est fini. Les bateaux à vapeur sont à la mode. Ils transportent jusqu'aux frontières de la Russie. La Russie a un système de voies ferrées qui s'est développé au XIXe siècle. Et alors, je dois vous dire que ce qui est très amusant, c'est que dans tous les récits de voyageurs, il y a quelque chose qui fascine dans le chemin de fer russe, ce sont les commodités, les toilettes. En effet, la longueur des voyages explique que ça existe. Et tous les voyageurs insistent, ils disent « Et puis alors, ce qu'il y a en Russie, c'est formidable, c'est ça, les water closets. » Vous voyez, oui, mais c'est très intéressant parce qu'on l'a vu comme un pays barbare et tout d'un coup, on voit comme un pays où il y a une espèce de commodité que nulle part ailleurs on ne trouve. Et on voit ça chez les voyageurs anglais, aussi chez les voyageurs allemands. Bon, j'ajouterais qu'il y a d'ailleurs un couple étonnant qui voyage en Russie à ce moment-là, qui s'appelle le couple Xavier et Adèle Omer-de-Hel. Lui est un ingénieur des mines qui a d'abord travaillé pour le sultan ottoman, puis qui s'est mis au service de l'empereur de Russie, qui lui confie une mission d'exploration des ressources minières. Et pour ça, il parcourt toute la Russie avec sa femme, Adèle. Il en fait un récit
extraordinairement précis sur le plan de l'évaluation des ressources, les potentialités de nature, etc. Et elle, je dirais, elle présente la partie de mœurs. Le récit est tout à fait remarquable. Mais ils ont traversé véritablement tout le pays. Ils sont allés sur le Dniepr, ils sont allés le long des fleuves, ils sont descendus jusqu'au Caucase. Donc leur tableau est un tableau complet, c'est dire qu'on commence à connaître la Russie. Et puis alors, dernière étape, le voyage en Russie va devenir une affaire, je dirais, va avoir une base institutionnelle. Et la base institutionnelle, c'est très amusant, enfin quasi institutionnelle, c'est la Revue des Deux Mondes. La Revue des Deux Mondes est fondée en 1829, au moment où justement la Russie devient à la mode, et elle va accueillir, encourager ces voyages, et c'est l'un des lieux où l'on trouve le plus de connaissances sur la Russie parce qu'ils reprennent tout ce qui se publie. Ils publient notamment, en avant-première, le voyage pittoresque en Russie de Charles de Saint-Julien. Charles de Saint-Julien est un voyageur qui, lui, a fait, je dirais, les réponses à Custine, qui a regardé la Russie avec le regard de Custine et qui enregistre les progrès qu'on peut constater, qui c'est passionnant, et on le retrouve dans je ne sais combien de numéros de la Revue des Deux Mondes. Et puis, 2 livres qui sont absolument essentiels. C'est d'abord l'Empire des Tsars, c'est le livre d'Alphonse Anatole Leroy-Beaulieu. Anatole Leroy-Beaulieu est un savant qui a passé 8 mois en Russie, et dans son livre, en 3 volumes, qui est très, très important, il décrit, lui, il fait la liaison entre tout, le climat, la nature, l'espace, et à partir de là, il regarde la société et il essaye de la comprendre. Et évidemment, il apporte véritablement une certitude, c'est qu'il y a une spécificité russe. Il va appeler ça d'ailleurs l'âme russe, ce qui est un terme un petit peu, je dirais, qui maintenant est récusé par tout le monde. Mais néanmoins, ce qu'il a voulu faire comprendre, c'est que cet espace a modelé par les contraintes, par les, je dirais par les moyens aussi qu'il offrait, et par cette histoire tourmentée, il a modelé quelque chose qui est plus qu'un caractère national, une sorte d'âme russe, ouverte à tous les possibles et en même temps effrayée par tous les possibles. Et ça reste aujourd'hui encore un livre essentiel pour comprendre ce pays et pour le comprendre à travers sa nature. L'autre, c'est le livre de Eugène Melchior de Vogüé, que l'Académie française élira pour ça, le roman russe, qui lui apporte les romans russes. Déjà, Mérimée avait commencé à traduire des romans russes et écrit une histoire russe, mais Melchior de Vogüé véritablement montre ce qu'est la littérature russe. Lui s'attache à ce qu'il nomme le mysticisme russe, mais l'un et l'autre, donc, et lui et Leroy-Beaulieu, dégagent, je dirais, de ce pays, de cet espace particulier, des traits qui sont spécifiques à la Russie et qui expliquent assez, je dirais, que les Russes eux-mêmes se cherchent. Alors, j'ajouterais qu'il y a un livre, évidemment, qui montre l'ampleur de la Révolution, et c'est là-dessus que je conclurai, c'est Michel Strogoff de Jules Verne. Car Michel Strogoff montre exactement comme ses auteurs que le russe, il fait partie de notre monde, que le tatar, tout ça, c'est les méchants, et qu'après tout, il faut regarder la Russie avec sympathie. Et on peut dire que là, véritablement, c'est le souci de comprendre pourquoi cette récit est si particulière qu'il a emporté dans l'opinion et chez les lecteurs, grâce précisément à ces voyageurs. Au fond, ça a été très extraordinaire et ça a permis l'entente franco-russe, ça a permis véritablement toute une période européenne de la Russie qui aura duré jusqu'à la Révolution russe et qui depuis a des mésaventures. Je pense qu'il est très important, et je termine là-dessus, il est très important de comprendre à quel point ce facteur véritablement de l'espace, qui rejoue aujourd'hui, car dans la situation, dans la guerre de Crimée, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'espace ne permet pas, il était continu, l'idée des ruptures est très difficile. C'est ça qui est... Il y a des mouvements nationaux, il y a tout ce qu'on veut, la volonté d'émancipation nationale. L'histoire est passée dessus, mais néanmoins, cet espace continu, cet espace qui offre à la fois l'image du danger et de la possibilité de le dominer, c'est tout de même ancré dans la tête
des Russes, de la même façon que l'idée que le seul moyen de dominer l'espace, de répondre aux menaces qu'il représente et de jouer les chances qu'il offre, c'est la puissance. Et il y a une continuité qui est liée à cet espace et sur laquelle je vous invite à réfléchir. Je vous remercie de votre attention.